C'est un peu le serpent qui se mord la queue dans le sens où les régies deviennent de plus en plus grandes avec ces lois sur l'intercommunalité qui obligent à une mutualisation des services d'eau à une échelle qui est supérieure. Et en même temps, ils souhaiteraient impliquer davantage les citoyens, mais les citoyens ne viennent pas. Alors la gouvernance de l'eau aujourd'hui en France, déjà il faut savoir qu'elle s'articule, on a une gouvernance de l'eau qui s'organise par bassin hydrographique, c'est-à-dire les bassins des grands fleuves, hein, donc la Loire, la Seine, le Rhône, etc. C'est une gouvernance qui est innovante en fait, hein, parce qu'on est le premier pays européen à avoir importé ce modèle de gouvernance de l'eau à une échelle naturelle, hein, l'échelle hydrographique donc, hein, et c'est un modèle qui a été importé des États-Unis dans les années 50 hein, et qui a été mis en place en 1964 en France hein, par le biais de la création des agences de l'eau. Et c'est un modèle donc, qui s'organise à l'échelle nationale, mais qui ensuite se répercute également à l'échelle locale, hein, puisqu'on a ensuite des commissions locales de l'eau, hein, qui sont donc des espèces de petits parlements de l'eau qui sont organisés localement, qui sont des lieux dans lesquels on va discuter de ces enjeux de gouvernance de l'eau, dans lesquels les acteurs industriels, les usagers domestiques, mais également les agriculteurs vont pouvoir échanger sur un modèle innovant, donc, où on a l'ensemble des usagers qui vont discuter et orienter finalement les grandes décisions d'usage de l'eau. À côté de ça, peut-être qu'on peut également dire un mot hein, sur la gouvernance plus spécifique de l'eau potable, qui, elle, est issue, en effet, le modèle du service public de l'eau potable, il a été créé donc, au milieu du 19e siècle en France, hein, avec l'invention de ce que l'on nomme le grand réseau, c'est-à-dire l'invention des grandes canalisations avec les réservoirs d'eau associés et qui a permis en fait de généraliser un accès à l'eau au domicile des usagers et en sachant que dans ce modèle donc, de gouvernance de l'eau potable, on a trois principaux acteurs en fait hein, qui sont en charge ou qui ont été en charge historiquement de l'approvisionnement en eau, hein, qui sont donc d'abord les usagers habitants, hein, c'est-à-dire les habitants avant justement ce 19e siècle, c'est les habitants eux-mêmes qui auto-organisaient les services d'eau à une échelle beaucoup plus petite et qui ont continué finalement à être associés, hein, par exemple moi dans les périphéries de la ville de Grenoble, mais il y a plein d'autres cas en France, on a encore des petits services d'eau qui regroupent 100 à 500 habitants dans lesquels les pouvoirs publics n'interviennent pas ou peu. Et à côté de ça, on a le modèle en France de la délégation de services publics aux grandes firmes, hein, avec les majors de l'eau que sont Veolia, Suez ou encore l'Assor, hein, et qui ont un rôle particulier en France du fait de la taille réduite des communes historiquement, hein, qui fait que ces grandes firmes se sont développées car les petites communes n'avaient pas les moyens humains et financiers d'organiser ces services d'eau au niveau local. Et à côté de ça, on a le modèle qui est peut-être le plus connu aujourd'hui, qui est le modèle de la régie, hein, qui est donc une gestion par les acteurs publics locaux de l'eau et qui vont du coup organiser directement le service de l'eau par le biais de services qui sont rattachés aux communes ou aux intercommunalités. Donc on a vraiment un mix en fait hein, entre ces trois modèles de gestion de l'eau. Hein, et ce qui est intéressant de noter, c'est que justement au cours de l'histoire du 19e siècle à aujourd'hui,
On a différentes périodes qui se succèdent dans lesquelles on a un acteur sur les trois qui va dominer globalement la gestion de l'eau en France. Donc on a d'abord plutôt, comme je vous le disais avant, les acteurs habitants, les habitants qui s'auto-organisaient, puis les acteurs, donc les grandes firmes qui ont organisé les services de l'eau principalement donc du coup au début du XXe siècle, qui sont revenus en force au sortir de la Seconde Guerre. Et puis à côté de ça, la gestion publique de l'eau, donc les communautés, les collectivités locales, qui ont notamment dominé la gestion de l'eau en France. Donc on va dire au début du XXe siècle, aux années 30, puis après on a un retour en force aujourd'hui de cette gestion publique locale de l'eau avec donc une remontée des services en régie, notamment depuis les années 90. C'est vrai que ce dont on se rend compte, c'est que les services auto-organisés par les habitants, bien sûr, si on parle de la qualité de l'eau, on a une qualité de l'eau qui est souvent moindre parce que, en effet, les habitants qui s'auto-organisent à des petites échelles n'ont pas forcément les moyens d'assumer les mêmes contrôles que ceux que peuvent effectuer les grandes firmes ou les grandes collectivités. Après, néanmoins, on a une organisation qui est beaucoup plus réactive au niveau local, avec justement ces habitants qui s'auto-organisent, donc ce qui permet également d'avoir une prise de décision qui est mieux acceptée, des habitants qui connaissent effectivement la façon dont sont organisées leurs infrastructures de l'eau. Ils connaissent également très bien la façon dont on va construire le prix de l'eau, dont on va organiser le service. Donc on a un service en même temps plus fluide parce que très bien approprié territorialement. À côté de ça, sur les services qui sont plus importants, c'est sûr que le bilan actuellement, celui des firmes et des principales majors de l'eau, il y a des critiques qui sont assez nombreuses, excusez-moi, parce que ces firmes, en effet, bien sûr, elles sont là aussi pour créer un bénéfice sur la vente d'eau. Et donc, ce que l'on a pu observer en France, c'est que dans les années 1980 et 1990, il y a eu, beaucoup de scandales de corruption autour de ces délégations de services publics à l'eau, qui ont généré, dans lequel les firmes, en fait, gonflaient artificiellement le prix de l'eau. Du coup, beaucoup de scandales de corruption ont éclaté en France, dont notamment l'exemple emblématique de Grenoble en 1989, et ensuite d'autres. Donc c'est vrai que ce que l'on peut noter, en tout cas pour ce modèle de la délégation de services publics de l'eau, c'est qu'aujourd'hui c'est un modèle qui est très critiqué parce que les collectivités locales et les collectifs habitants ont commencé justement suite à ces scandales de corruption à analyser les prix, à analyser les investissements effectués et se sont rendus compte que dans de nombreux cas, en effet, on avait plutôt des prix plus élevés pour des investissements qui étaient moindres. C'est que le retour en gestion publique de l'eau, il est dû en effet à la mobilisation de nombreux collectifs citoyens qui ont pu s'impliquer, qui ont créé ensuite des associations qui sont devenues fédératrices en France et qui ont essaimé un petit peu sur l'ensemble du territoire. Mais à côté de ça, on a de nombreuses régies qui ont voulu aller au-delà et qui ont créé notamment, encore une fois, l'exemple du comité des usagers de la métropole de Grenoble, par exemple à l'échelle de la métropole de Lyon ou dans des services d'eau tels que celui de la ville de Besançon. Voilà, tout un ensemble de formes dans lequel on va essayer d'impliquer davantage les usagers habitants pour qu'ils aient vraiment un pouvoir de co-décision, de coproduction de l'action publique territoriale. Et en effet, ce qui se passe aujourd'hui dans ces modèles de régie publique de l'eau, qu'est-ce qu'on y fait? En fait, on y insuffle en effet une dynamique de commun de l'eau. L'idée, c'est vraiment que l'on s'inspire en effet de l'auto-organisation habitante en se disant comment on peut faire participer davantage
les citoyens à la définition des grandes décisions sur l'eau. Mais on reste dans un système globalement qui est celui qui est défini par les institutions, hein, c'est-à-dire les usagers, encore une fois, vont pouvoir décider du prix de l'eau, vont pouvoir réfléchir aux investissements, vont pouvoir même réfléchir aux moyens de davantage impliquer les acteurs, d'avoir une gouvernance qui est davantage partagée de l'eau. Mais à côté de ça, ils ne peuvent pas intervenir sur l'ensemble des domaines de compétences de la régie de l'eau. On voit notamment qu'il y a très peu de comités des usagers qui agissent effectivement sur la ressource en eau en fait, hein. Ils vont plutôt s'impliquer sur la gestion du service de l'eau, c'est-à-dire encore une fois le prix, les investissements. Si on le compare aux formes auto-organisées de la gestion de l'eau que j'ai pu observer dans les périphéries de la ville de Grenoble et qui sont présentes également ailleurs, là on a des usagers et des habitants qui sont coproducteurs de la ressource en eau, c'est-à-dire qu'ils ne font pas simplement discuter des prix et des investissements, ils mettent les mains dans le cambouis et ils viennent en fait entretenir les sources, creuser les tranchées pour y aménager les canalisations, ils viennent réparer les compteurs d'eau chez les usagers et ils connaissent en fait très très bien leurs ressources en eau et leur service de l'eau, ce qui permet pour moi d'être là dans une étape encore au-dessus en fait en termes de commun et de coproduction, parce que là on voit qu'en effet c'est quand les pratiques des habitants on trait en fait à l'ensemble de la gestion du service de l'eau qu'on a les modèles souvent les plus innovants et les plus appropriés. Et en même temps, on se rend compte que ces grandes régies ont beaucoup de mal en fait à impliquer les habitants lambda dans la gestion de l'eau, hein. Ce qu'on va avoir avant tout, c'est les associations, la société civile qui va s'impliquer. Mais on a beaucoup plus de mal à faire participer les habitants qui voient en effet le service d'eau comme une citadelle technique en fait, hein, et qui vont se dire en effet c'est trop compliqué pour moi, je ne vois pas comment je pourrais m'impliquer, en plus je n'ai pas le temps et puis ça m'intéresse pas parce que finalement le prix de l'eau dans ma ville c'est pas un tarif qui est si élevé que ça. Alors qu'en même temps, en effet, ce que je disais avant, c'est qu'aux échelles beaucoup plus petites, quand les usagers peuvent être impliqués bénévolement dans la gestion quotidienne du service de l'eau, là on a une implication beaucoup plus forte, mais parce que ça parle aux habitants. Ils comprennent le service technique qui est autour d'eux, qui a une échelle qui est suffisamment simple pour qu'on puisse avoir connaissance de l'ensemble du patrimoine des infrastructures, hein. Donc il y a clairement un enjeu. On pourrait repenser différentes zones en fait, dans lesquelles on impliquerait les habitants à vraiment prendre soin en fait des infrastructures de l'eau, hein, et se dire tel habitant ou tel quartier de la ville est responsable d'un bout de tuyau de la source jusqu'au robinet de l'usager ensuite. À mon avis, il y a des solutions à inventer, hein, pour réimpliquer les habitants au-delà des seuls aspects consuméristes de l'eau. Moi, ce que j'observe, c'est que la participation est d'autant plus forte qu'on se trouve dans un territoire qui est approprié en fait, hein, par les habitants. C'est simplement pour moi la question centrale, elle est vraiment autour de ça. Donc on voit que quand on a une histoire du territoire assez forte qui est transmise par des valeurs, quand on a un tissu associatif qui est dense, en fait, hein, les habitants ils vont avoir tendance à s'impliquer dans une multitude d'associations en même temps. Et c'est, je ne sais pas si la question de la rémunération ou le fait d'être simplement à statut bénévole ou non joue le plus, hein. J'ai l'impression qu'en effet, c'est avant tout le sentiment d'appartenance à un territoire et l'interconnaissance entre acteurs qui vont faire que l'on va s'impliquer plus ou non. Donc c'est sûr qu'en fait, il y a un facteur clé, hein, qui est que pour les délégations de services publics, hein, en effet, elles se nouent par des contrats. Et ces contrats font qu'on a un accès nécessairement restreint à l'information. Donc en fait, en effet, ce qui va faire qu'une entreprise privée va pouvoir générer des profits sur l'eau, mais c'est comme toute entreprise, c'est nécessairement le savoir-faire qu'elle a en propre. Et donc ça, c'est un savoir qu'elle ne souhaite pas, a priori,
pas partagé avec tous. Parce qu'en fait, c'est ce qui lui permet de générer des bénéfices et de s'accroître. C'est sa raison d'être en tant que telle. Donc en effet, quand on est sur des services qui sont en délégation de services publics au niveau local, on peut essayer d'impliquer au maximum les citoyens, les habitants, et c'est toujours utile. Ça permet en effet d'aller peut-être plus loin vers une gouvernance et des enjeux qui sont pas partagés autour de l'eau. Néanmoins, il y aura toujours cette limite forte qui est qu'on ne pourra jamais avoir accès à la même information que dans le cas d'une régie publique de l'eau pour laquelle, pour le coup, on n'a pas de limite en fait au partage de l'information entre les élus locaux qui sont responsables du service de l'eau et les habitants. Encore faut-il, là il faut quand même nuancer, parce que d'un service à l'autre, on peut très bien avoir également, dans le cas d'une régie locale, une volonté de restreindre l'accès à l'information aux habitants parce qu'on a des informations qui sont considérées quand même comme étant stratégiques, etc. Et il y a également en effet le poids de la réglementation qui joue, hein, parce que la réglementation autour de l'eau est très contrôlée, hein, et c'est vrai que pour prendre un exemple, hein, on sait que maintenant avec le contexte du terrorisme, des attentats, etc., les préfectures demandent aux collectivités locales de ne pas partager avec les habitants leur plan des réseaux d'eau, de ne pas leur faire connaître précisément le fonctionnement des sources, parce qu'ils ont peur qu'il puisse y avoir des attaques qui se feraient au sein des réseaux d'eau potable, en fait. Donc, ce qui manque actuellement dans la gouvernance de l'eau en France, selon moi, hein, c'est vraiment d'avoir une régulation publique du secteur de l'eau, en fait, hein, tout simplement. On a l'Agence française de la biodiversité qui intègre la Direction nationale de l'eau, qui, elle, est en charge d'alimenter un outil qui s'appelle le SIS-PA, donc le Système d'information des services publics d'eau et d'assainissement, dans lequel tous les services de l'eau en France sont censés, en fait, renseigner annuellement les indicateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent renseigner leur niveau de prix de l'eau, les investissements réalisés, la qualité de l'eau, les réclamations qui ont pu être faites par les usagers. Et en fait, c'est un système qui est auto-alimenté, hein, donc du coup par tous les services de l'eau et qui doit permettre, suivant les principes libéraux de l'autorégulation, de permettre une comparaison et un accès de tous les habitants à cette information sur les services publics de l'eau. On aurait un acteur public beaucoup plus fort et national qui viendrait surveiller les contrats de délégation de services aux opérateurs privés en y impliquant en même temps les habitants, parce que c'est peut-être aussi ce qui manque. Je pense qu'on aurait une gouvernance beaucoup plus efficace de l'eau. Parce que là, actuellement, c'est un petit peu comme si les habitants se retrouvaient du coup dans le rôle d'effectuer finalement cette régulation en s'auto-organisant, en collectif associatif, etc. Ça a porté ses fruits, hein, comme on l'a vu, puisque ça aboutit à de nombreuses remunicipalisations du service de l'eau en France. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des limites également importantes parce que les habitants ne sont pas formés à ces enjeux, que c'est des débats qui peuvent être assez techniques autour de la gestion de l'eau. Et du coup, on aurait tout intérêt en fait à avoir un acteur régulateur, une haute instance de régulation du secteur, mais qui intégrerait également des habitants à cette échelle-là et qui pourrait peut-être travailler avec ces collectifs existants pour qu'on puisse aller vers une vraie expertise. Et dans ce cadre-là, si on arrive à passer cette étape-là en France, je pense qu'on pourrait avoir réellement une gouvernance de l'eau intéressante, démocratique aussi, et qui dépasse les simples enjeux consuméristes autour de l'eau, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui où on discute principalement du prix et des investissements. Ce serait intéressant de trouver cette étape supérieure. Mais ce qui manque pour ça, c'est une volonté politique de le faire et donc des moyens associés à la régulation de ce secteur.